C'est l'heure de la grande édition d'information de la soirée. Tout de suite, le sommaire. Le Maroc s'est engagé à faire ressortir les potentialités objectives et les opportunités réelles de la coopération avec l'Afrique. Un Maroc clairement solidaire avec les peuples frères et les États amis, agissant dans un cadre de coopération sud-sud. Le 5 mai de chaque année, le monde de la médecine célèbre la journée dédiée à la sage-femme, celle-là qui donne la vie. Au Gabon, dans le cadre de cette commémoration, l'heure est au bilan, quelle avancée jusqu'à nos jours. La France commémore ce mercredi 5 mai les 200 ans de la mort de Napoléon, empereur toujours contesté. Sur le plan politique, le débat sur l'opportunité de commémorer Napoléon est resté feutré. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24, bienvenue à toutes et à tous. Depuis plus de 11 ans, la communauté internationale célèbre chaque 5 mai la journée mondiale de la sage-femme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. C'est donc le thème retenu cette année pour donner une plus grande considération à ce métier. Où en est-on au Gabon dans le cadre de cette promotion? Le reportage de Rona Charline Mouinkonde et Adon Chiki. La sage-femme, reconnaissable à milieu dans un hôpital, à la couleur de sa blouse, généralement rose, est cette professionnelle de la santé qui occupe une place centrale dans la vie d'une femme prête à procréer. La sage-femme, c'est d'abord ce personnel de santé qui suit la femme tout au long de la grossesse, au moment de l'accouchement et après l'accouchement, d'où le postpartum. Le thème de la Journée mondiale de la sage-femme cette année, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes interpelle plus d'une. Il explique le chemin parcouru pour obtenir, par exemple, une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail et plus de reconnaissance. Nous qui sommes sur le terrain, nous recevons beaucoup d'étudiantes en sage-femme, des stagiaires, non seulement au niveau du CUS, mais au niveau des écoles privées des sages-femmes également. Donc vraiment, c'est un métier qui intéresse énormément. C'est un métier, vous savez, pratique et en même temps théorique. Donc si on a une bonne pratique, on a une bonne théorie, les deux vont de pair. Et on a des sages-femmes qui sont vraiment bien formées, qui sont équilibrées. Pour lutter contre un éventuel désintéressement du métier, le Gabon, conformément à sa politique axée sur le dialogue social suite au plaidoyer de l'Association des sages-femmes du Gabon, s'est doté en août dernier d'un ordre national des sages-femmes censé réguler le secteur et défendre leurs intérêts partout où le besoin se fera sentir. Le premier bureau de cette organisation est d'ailleurs en construction. La date du 5 mai est aussi dédiée à la journée mondiale de l'asthme et pour ce faire, la rédaction de Gabon 24 revient sur les facteurs, mais également le suivi de cette maladie dans ce reportage d'Ornella Nguidou et Lewis Midiougou. L'asthme est une affection pulmonaire chronique due à plusieurs facteurs environnementaux, provoquant une réaction allergique chez les personnes atteintes. Ce sont des éléments, des plus petits éléments qu'on appelle des allergènes que nous allons respirer. Ça peut être le pollen, ça peut être le poil des chats, ça peut être les poils des chiens. Ces éléments, lorsqu'ils sont mis au contact des tuyaux qui amènent l'air dans les poumons, ça va déclencher une réaction inflammatoire au niveau. Ça va entraîner ce qu'on appelle un bronchospasme, c'est-à-dire une contracture prématurée de la bronche qui va donc entraîner ce qu'on appelle une crise d'asthme. Il n'existe à ce jour aucun traitement définitif contre l'asthme. À la place, les pneumologues proposent un suivi pour atténuer ses effets chez le patient. En réalité, on ne la soigne pas parce qu'on ne la guérit pas. Mais l'objectif de traiter l'asthme, c'est de contrôler les manifestations liées à l'asthme. Donc, éviter l'apparition des crises. Il existe deux types de médicaments. Il va y avoir des médicaments qui permettent d'éviter que le patient fasse des crises. Dans le cas du traitement de fond, on va donner des médicaments qui dilatent le tuyau, mais qui ont une longue durée d'action. Qui dit asthme, dit facteurs environnementaux, notamment substances polluantes, irritantes ou allergisantes autour de nous. D'où l'importance d'assainir son milieu d'habitation. Rien à voir avec ce qui précède, l'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu ce mercredi les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en République gabonaise, le condensé de la cérémonie dans cet élément de la communication présidentielle.
La diplomatie agissante du Gabon à l'honneur, en témoigne ce ballet diplomatique à l'esplanade du Palais du bord de mer. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en République gabonaise introduire auprès du chef de l'État Ali Bongo Ondimba les chefs de mission diplomatique. Le premier à soumettre sa lettre de créance, son Excellence Abdelak Assaoui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire près la République gabonaise, avec pour résidence Libreville. Alger et la capitale gabonaise entretiennent des liens de coopération bilatérale dans les domaines du tourisme et du commerce. Autre diplomate, Henrik Rosbrandt, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près la République gabonaise, avec résidence Kinshasa en République démocratique du Congo. Né le 13 juin 1970 à Stockholm, le plénipotentiaire a, au cours de sa carrière, occupé le poste de conseiller délégué du groupe de travail sur l'Afrique du Conseil de l'Union européenne. Son Excellence Christian Denis McClure, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, près la République gabonaise, avec résidence Yaoundé au Cameroun. Cette implantation britannique au Gabon a pour avantage de créer un point d'entrée pour les investisseurs britanniques et permettre la maîtrise de la culture régionale. Notons que le Gabon et le Royaume-Uni ont signé un accord dans le cadre du renforcement des capacités des écogardes de l'Agence nationale des parcs nationaux. Le dernier à clore ce ballet diplomatique, son Excellence Eric Jacquemin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, près la République gabonaise, avec pour résidence Yaoundé au Cameroun. Libreville et Bruxelles entretiennent des liens de coopération bilatérale dans les domaines de la formation et bien d'autres. Fort d'une diplomatie très active, le Gabon a pour ambition de nouer des partenariats gagnant-gagnant, mutuellement profitables dans l'optique d'améliorer la qualité de la croissance et de soutenir le développement inclusif. Et puis le lycée Nelson Mandela de Libreville a abrité ce mercredi une rencontre entre les représentants de l'Union européenne, le corps administratif du dit établissement et les apprenants. Dénommé Back to School Europe, l'événement a été l'occasion pour les initiateurs de présenter l'institution sur toutes ses facettes. Le compte-rendu de Sabrina Kundipanda et Alban Bumba. La semaine de l'Europe a été vécue avec les élèves du lycée Nelson Mandela cette matinée de mercredi à travers le Back to School Europe, une activité qui, selon l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, permet aux jeunes d'assimiler l'enjeu de cette semaine. C'est en effet une initiative qu'on a au sein de l'Union européenne d'aller dans nos pays d'origine, expliquer aux enfants dans les écoles d'où on était scolarisés et aussi à nos universités qu'est-ce que c'est l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait et comment on contribue exactement à la construction européenne. Prenant part à cet événement, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Gabon a apporté une pierre à l'édifice. Il y a toujours des valeurs dont il faut pour créer quelque chose de grand qui reste et qui s'améliore. La concentration des élèves était très haute et ça se sent. C'est bon signe. Pour le proviseur du lycée Nelson Mandela, le choix porté sur son établissement est un honneur. Nous disposons d'un projet d'établissement en 4 axes, dont 3 concernent l'interculturalité, l'installation du pôle langue, le vivre ensemble, la citoyenneté. Et voir l'Union européenne se déplacer, pour nous, c'est un encouragement. Quant aux apprenants, la rencontre de ce jour a été plus que bénéfique. Elle était enrichissante, surtout que moi, je fais allemand. Donc, revoir l'ambassadeur d'allemand après la journée qui s'est passée l'année passée m'a fait beaucoup de bien, car ils se sont déplacés pour nous. Ce moment d'échange et de partage a été l'occasion pour l'ambassadrice de l'Union européenne de rappeler à ces derniers l'intérêt de protéger l'environnement, une protection qui passe par l'observation quotidienne de certains gestes de salubrité. Justement, l'adjoint au chef de mission de l'ambassade d'Espagne au Gabon, lui aussi présent à cette activité organisée dans le cadre de la Semaine de l'Europe, a saisi l'occasion pour présenter aux jeunes apprenants le fonctionnement de l'Union européenne. Écoutons-le au micro de nos reporters. Ça a été très intéressant de participer aujourd'hui à ce Back to School, donc cette présentation aux étudiants du lycée Nelson Mandela de l'Union européenne à l'occasion de cette journée de l'Europe qui est aussi pour l'Espagne une de nos journées puisque espagnol on est aussi européen.
Et ça a été très intéressant de contribuer avec des élèves qui étaient tellement attentifs et qui sont les leaders de futur pour qu'ils connaissent mieux ce que c'est l'Union européenne, comment elle fonctionne, quels sont ses symboles. Donc on a un peu présenté les valeurs de l'Union européenne et aussi le fonctionnement, les institutions. Un système institutionnel de l'Union européenne qui est certes particulier puisque c'est une organisation unique au monde, une organisation internationale, mais qui a un degré très élevé de souveraineté qui a été transféré par ses États membres. Le ministère de l'économie numérique au Gabon a remis ce mercredi des équipements informatiques et bureautiques aux ONG Scientia et Blanc Cristal dans le cadre des activités du projet e-Gabon Composante 2. Cette aide vise à encourager la promotion de l'économie numérique portée par ces organisations dans le pays. Le compte-rendu de Miguel Mabika et Jospin Bombadionga. Ce sont des ONG, mais pas des moindres. Elles participent largement à la promotion de l'économie numérique au Gabon. Scientia est une plateforme pour limiter le taux d'échec enregistré dans les établissements scolaires. Quant à Blanc Cristal, la structure accompagne tous les projets structurants dans le domaine de la communication et marketing digital. Ce soutien de l'État gabonais leur permettra d'accroître leur rendement en vue d'une émancipation palpable du secteur numérique au Gabon. L'État aujourd'hui est venu en soutien de ces opérateurs, de ces ONG, pour les soutenir dans leurs actions grâce à des dons de matériel informatique pour former notre jeunesse et pour réaliser les projets qui sont les leurs. Donc c'est l'objet de notre réunion aujourd'hui qui participe de la vision du chef de l'État d'associer dans la transformation numérique la société civile et de l'encourager dans la promotion de l'économie numérique. Pour l'ONG Scientia, ces équipements vont aider à développer davantage une de ces activités consistant à former les enseignants d'établissements scolaires au TIC. Pour sa part, Blanc Cristal pourra mettre en place ces classes numériques en milieu scolaire. Oui, l'apport forcément de ce matériel va nous aider à matérialiser ce sur quoi nous nous sommes engagés depuis pratiquement 2 ans avec le projet e-Gabon, le ministère de la Communication et l'économie numérique et la Banque mondiale pour pouvoir apporter, on va dire, un plus dans la formation des jeunes. Financée à hauteur de plus de 20 millions par la Banque mondiale, cette action des autorités concourt au développement du numérique. Elle s'inscrit dans la droite ligne du projet e-Gabon lancé en 2016 par le gouvernement gabonais, dont l'objectif est de développer un écosystème numérique national en vue d'asseoir une économie émergente au service des citoyens. Sur le reste du continent, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita s'active sur le continent africain avec la signature d'accords de partenariat entre le Royaume chérifien et Djibouti à l'est et le Nigeria à l'ouest. C'est ce qui ressort de ces différentes rencontres avec ces 2 pays. On fait le point avec Rona Charline Mouenkondé. On parle d'une ambition africaine portée par le leadership du souverain marocain Mohamed VI, conduite par son ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, qui fait du continent un axe stratégique de son règne. Pour la seule journée de ce mardi, ce dernier a eu 2 réunions par visioconférence. D'abord avec son homologue djiboutien autour de la mise en œuvre d'un programme de coopération dans les secteurs de la formation, de l'investissement, de l'énergie renouvelable, de la pêche maritime et la transformation des produits de la mer, du tourisme, des affaires islamiques, de la protection civile, de la coopération portuaire, du transport aéroportuaire et de la justice. Il s'agit d'un accord cadre de coopération qui prévoit entre autres la création d'une grande commission mixte définissant les orientations à donner aux relations bilatérales entre les 2 pays dans les domaines précités. Avec Abuja, le Royaume s'est par contre engagé à construire un partenariat stratégique suite notamment aux progrès réalisés dans la mise en place conjointe de la plateforme chimique au Nigeria qui se chiffre à 1,3 milliard de dollars et qui entend produire de l'ammoniac et divers engrains. Ils ont également convenu de tenir des consultations régulières sur les questions d'intérêt commun au niveau régional et continental. Ainsi, le Royaume chérifien ne cesse depuis sa réintégration au sein de l'Union africaine de traduire en actes concrets sa volonté de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité en Afrique. On parle aussi de santé dans ce journal. Les malades du VIH/SIDA et les personnes bien portantes bénéficieront bientôt des autotests de dépistage à coût réduit. Cette initiative permettra donc à 8 millions d'entre eux de connaître leur statut sérologique et de suivre un traitement. J'y arrive le cas échéant. Praxel Moudeke nous en dit plus. Il s'agit des autotests utilisant un prélèvement sanguin qui seront disponibles dans 135 pays défavorisés à moins de $2 l'unité, soit une réduction des prix de 50%.
À défaut de leur gratuité souvent réclamée, les pays en développement bénéficieront donc sous peu de ces autotests de dépistage du VIH-Sida. L'annonce a été faite ce mercredi par l'UNITED qui vient de conclure dans ce sens un contrat avec Viatris, le fabricant de ces unités. Le but visé par cette organisation internationale est l'achat des médicaments afin de permettre à 8 millions de personnes de connaître leur statut sérologique et de suivre un traitement le cas échéant. Selon le porte-parole de l'UNITED, l'initiative se veut un facteur essentiel de la réalisation de l'objectif mondial consistant à garantir que 90% des personnes infectées par le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique. Plusieurs pays reconnaissent déjà l'apport des autotests dans la lutte contre le VIH-Sida, notamment en Afrique du Sud, où ils ont permis d'atteindre les hommes et les femmes âgés de 19 à 24 ans, ainsi que les principaux groupes de population cible. Selon la direction des stratégies de prévention de VIH-Sida au sein de la Direction nationale de la santé du pays, au cours des 6 dernières années, ce pourcentage est passé de 45% à 81%. À noter que le dit programme mis en place par l'UNITED prévoit la distribution d'1 million de tests dans des pays éligibles. Et pendant ce temps, en France, les membres du Conseil scientifique ont adressé au gouvernement leur avis à propos d'un amendement concernant le projet de loi relatif à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, notamment l'utilisation du pass sanitaire sur la libre circulation des personnes pour l'accès à des rassemblements de plus de 1000 personnes. Regardons. L'avis du Conseil scientifique Covid-19 sur l'utilisation d'un pass sanitaire lors de grands rassemblements tient sur 10 pages et prône l'idée de son usage de manière temporaire et exceptionnelle pour permettre une forme de retour à la vie normale sans grand risque de contamination pour les populations. Ce pass sanitaire, qui ne concerne pas les actes de la vie quotidienne en format papier ou numérique, va attester de la réalisation récente d'un test de dépistage négatif de l'administration de vaccins contre la Covid-19 ou d'une infection ancienne par le virus. Par ailleurs, le Conseil juge également que son utilisation ne dispense pas du respect du port du masque quand c'est possible et de la ventilation suffisante des lieux clos. En revanche, un assouplissement des règles de distanciation physique est envisageable. Présenté par tous comme un précédent, de leur côté, les députés ont commencé à se pencher sur cette problématique, pas aussi ouvert. L'examen du texte doit se poursuivre jeudi en commission avant son passage dans l'hémicycle lundi prochain. Et de son côté, l'Organisation mondiale de la santé annonce la création d'un centre de collecte de données sur les pandémies. Dans une conférence organisée par visioconférence ce mercredi, l'agence onusienne a expliqué que cette structure viendra combler les difficultés des systèmes mondiaux de renseignement mis en lumière par la pandémie de Covid-19. Écoutons cette réaction du directeur général de l'OMS. Les technologies modernes nous donnent des outils sans précédent pour collecter, analyser et diffuser des données en temps réel dans le monde entier. C'est l'objectif du Centre de renseignement sur les pandémies et les épidémies de l'OMS. Hébergé à Berlin, le hub de l'OMS sera un centre mondial qui travaillera avec des partenaires du monde entier pour mener des innovations en matière de renseignement, de données, de surveillance et d'analyse des pandémies et des épidémies. Le hub de l'OMS fera partie du programme d'urgence sanitaire de l'OMS et nous nous attendons à ce qu'il joue un rôle essentiel dans l'écosystème mondial de la sécurité sanitaire. Repartant en France, sur fond de Covid-19, le pays a commémoré ce mercredi 5 mai les 200 ans de la mort de Napoléon qui avait perdu la vie en 5 mai 1821 à 51 ans. Dans un discours à l'Institut de France, Emmanuel Macron a rendu hommage à cette figure controversée de l'histoire de la République de son pays. Le récit de Gaël Mabissi. Il est mort il y a 200 ans, loin de son pays, à Sainte-Hélène, une île perdue de l'Atlantique Sud, où les Britanniques l'avaient envoyé en exil après sa dernière défaite à Waterloo. Mais 200 ans après, l'œuvre indélébile laissée par Napoléon résonne encore dans les esprits des Français. Alors que la France commémore la mort de ce personnage complexe, Emmanuel Macron se souvient encore de l'action et des leçons du guerrier conquérant qu'était Napoléon. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Parce que l'action et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur, autant que du bâtisseur, portent encore jusqu'à notre siècle. Premier président français à s'exprimer sur Napoléon depuis Pompidou
Emmanuel Macron a expliqué dans un discours à l'Institut de France qu'il voulait réaliser une commémoration éclairée. Napoléon, en 1802, a rétabli l'esclavage que la Convention de 1794 avait aboli. En 1848, avec Victor Schœlcher, la Deuxième République a réparé cette faute, cette trahison de l'esprit des Lumières. Répondant à ceux, notamment à gauche, qui ont critiqué la décision de commémorer cette figure contestée de l'histoire française, Emmanuel Macron a appelé à ne pas céder à la tentation du procès anachronique qui consisterait à juger le passé avec les lois du présent. Et au Royaume-Uni, le gouvernement britannique entend faciliter à partir de ce mercredi l'octroi de visas de travail aux lauréats du prix prestigieux dans le cadre de nouveaux systèmes d'immigration mis en place par le gouvernement après le Brexit. Cette nouvelle politique d'immigration va désormais simplifier et accélérer les démarches pour l'obtention d'un visa de travail aux lauréats de prix, comme les prix Nobel, le prix Turing pour les informaticiens, les Grammys, les Oscars ou encore les Golden Globes. Une réforme qui vise ainsi à attirer les meilleurs talents dans le pays en fonction des compétences qu'ils peuvent apporter, plutôt que de leur nationalité. La réforme inclut également les gagnants de certains prix dans les domaines de la danse, de la mode, de l'architecture et des sciences sociales. Le nouveau système à points favorise donc des brillants cerveaux au détriment des travailleurs peu qualifiés. Les compétences, la connaissance de l'anglais ou encore les ressources financières sont désormais prises en compte pour obtenir un visa et ainsi vivre et travailler plus facilement au Royaume-Uni. Et puis pour tester l'efficacité des mesures de sécurité sanitaire mises en place au Japon à 79 jours avant l'ouverture des JO de Tokyo 2021, un semi-marathon a été organisé ce mercredi dans le pays au grand bonheur du président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme qui se félicite du haut niveau de préparation des autorités japonaises. Alors que l'on se rapproche des JO de Tokyo prévus pour débuter le 23 juillet prochain, une majorité des Japonais souhaitent toujours qu'ils soient reportés ou tout simplement annulés. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme comprend les préoccupations des Japonais, mais a souligné ce mercredi l'importance des mesures sanitaires prises pour faire face à la pandémie de coronavirus et assurer leur tenue. Je suis ravi de constater que les contre-mesures nécessaires pour atténuer les risques étaient observables et très clairement en place. Tester l'efficacité des mesures sanitaires, l'archipel nippon a accueilli ce jour un semi-marathon, alors que les régions de Tokyo et d'Osaka, parmi d'autres, sont toujours placées sous un régime d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de coronavirus et de la campagne de vaccination qui progresse lentement. Le défi entre aujourd'hui et au cours de ces 79 jours qui nous séparent de l'ouverture des Jeux est de continuer à nous rétablir de la Covid et de livrer un événement sûr pour les athlètes et sûr pour les communautés locales. Que 2700 personnes ont participé sous une forme ou une autre à l'événement. Les participants venant de l'étranger ont dû effectuer un test avant leur départ et un autre à leur arrivée au Japon, suivi de tests quotidiens. Selon un responsable du comité d'organisation, aucun cas positif n'a été relevé. Voilà qui met un terme à ce journal. Place à présent au rappel des titres. Le Maroc s'est engagé à faire ressortir les potentialités objectives et les opportunités réelles de la coopération avec l'Afrique. Un Maroc clairement solidaire avec les peuples frères et les États amis, agissant dans un cadre de coopération sud-sud. Le 5 mai de chaque année, le monde de la médecine célèbre la journée dédiée à la sage-femme, celle-là qui donne la vie. Au Gabon, dans le cadre de cette commémoration, l'heure est au bilan. Quelle avancée jusqu'à nos jours? Nous l'avons vu, la France a commémoré ce mercredi 5 mai les 200 ans de la mort de Napoléon. Empereur toujours contesté sur le plan politique, le débat sur l'opportunité de commémorer Napoléon est resté feutré. C'est tout pour l'actualité qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran, mais également sur www.gabon24.ga. Bonne suite des programmes sur nos antennes.